Bonjour et bienvenue à ce journal des 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. Une opération XXL s'est faite sur le chantier de la route nationale numéro 1 au niveau de l'entrée de la cité de Kassangoulou. La grande érosion causée par la pluie du 4 avril dernier qui menaçait de couper la route en deux est déjà maîtrisée à 90%. Des agents font des va-et-vient pour vaincre ces ravins. Déjà plus de 1000 camions de 23 tonnes de matériaux sont utilisés. Le ministre des Infrastructures qui était sur le terrain a reçu toutes les explications de l'évolution des travaux par l'agence congolaise de grands travaux. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7 heures, l'absence des feux de signalisation, l'une des causes principales des embouteillages à Kinshasa. Tous les feux installés par les Chinois dans la partie est sont tombés en panne depuis plusieurs mois déjà. La conceptrice du robot roulage demande une somme de $10 000 et un délai d'une semaine pour installer ces robots, une solution pour lutter contre les embouteillages. Vous l'entendrez dans un instant. Et enfin, plusieurs assemblées provinciales en RDC sous tension. Ça brûle au Maniema, Mongala, Sankourou et les Kassai-Oriental. Pour calmer la tempête, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a convoqué en urgence à Kinshasa les membres des bureaux de toutes ces assemblées provinciales. Jacquemaine Chabani les a appelés tous au respect des textes et à préserver la sécurité. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, l'absence des feux de signalisation, l'une des principales causes des embouteillages. À Kinshasa, tous les feux installés par les Chinois dans la partie est sont tombés en panne depuis plusieurs mois déjà. La conceptrice du robot roulage demande une somme de $10 000 et un délai d'une semaine pour installer ces robots, une solution pour lutter contre les embouteillages. Chati Kiweme nous en parlait. L'un des problèmes majeurs des embouteillages à répétition à Kinshasa demeure l'absence de feux de signalisation dans les différents carrefours de la capitale. La conceptrice du robot roulage, l'ingénieur Thérèse Isaïe Kirongosi, propose quelques pistes de solutions. Je vais vous informer que depuis 2016, le feu de signalisation installé là-bas par les Chinois ne fonctionne plus. Mais nous, avec notre équipe Women's Technology, nous avons fait les études. Parce que la technologie que les Chinois nous ont laissée là-bas, c'est juste la technologie simple de la radiotransmission. Et nous avons remarqué que la partie émetteur n'a pas beaucoup de soucis. C'est la partie récepteur que nous devons réhabiliter et puis changer l'autonomie. Rien qu'avec $10 000, si la ville de Kinshasa nous donne $10 000, nous pouvons réhabiliter le fait de signalisation au niveau du Rivière Njili, entrée Prétro-Congo et entrée Njili, quartier 1. C'est là où le nœud là qui crée beaucoup des embouteillages. Et s'ils ont les moyens, ils peuvent petit à petit nous donner le moyen. Ça ne demande même pas beaucoup d'argent. Je mets la ville de Kinshasa en défi de nous donner les petits moyens que je viens de dire tout à l'heure, de nous donner ne fût-ce que d'une semaine ou de 10 jours. Ils vont voir que le fait de signalisation des parties est, des rivières Njili jusqu'au quartier 1, d'Njili, ça sera opérationnel. L'urgence s'impose. Espérons que les autorités compétentes mettront la main dans la pâte pour que la solution soit trouvée. Une opération XXL s'est faite sur le chantier de la route nationale numéro 1 au niveau de l'entrée de la cité Kassangoulou. La grande érosion causée par la pluie du 4 avril dernier qui menaçait de couper la route en deux est déjà maîtrisée à 90%. Des engins font des va-et-vient pour vaincre ces ravins. Déjà plus de 1000 camions de 23 tonnes de matériaux sont utilisés. Le ministre des Infrastructures, Alexis Guizarro, qui était sur le terrain, a reçu toutes les explications de l'évolution des travaux auprès de l'agence congolaise des grands travaux. Regardez. Un mois après sa survenance, l'érosion apparue à la suite de la pluie diluvienne du 4 au 5 avril dernier à l'entrée de la cité Kassangoulou est stabilisée à 90% et les travaux se poursuivent. Accueillis sur le site par le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, ingénieur Nico Nzaounzaou, le ministre Alexis Guizarro a reçu les explications utiles de la mission de contrôle. Un important rechargement en gros éléments a été réalisé pour combler cet immense vide laissé par l'érosion. Pas moins de 1020 camions de 23 tonnes de matériel, chacun, ont été engloutis ici. La stabilité de l'ensemble étant en cours de consolidation, une technique de drainage des eaux au moyen d'une bâche a été utilisée et ça marche
C'est au cours de cette saison sèche qu'il s'annonce que sera construit un collecteur des eaux qui va le ramener jusqu'au point bas situé en contrebas de la pente. Actuellement, sur la route numéro 1, Kinshasa-Matadi, les traitements des érosions que l'on peut nullement ignorer consomment près de 13% de recettes mobilisées par la concession. C'est énorme et cela doit changer, notamment grâce à la prévention. La CGT prévoit déjà de commencer, lors de cette saison sèche, une reconnaissance à pied, mètre après mètre, de l'ensemble de la route de Kinshasa pour identifier les points névralgiques et déclencher des interventions qui seront moins coûteuses tant que les érosions ne se seraient pas encore manifestées. Sur son chemin de retour, le ministre a visité les chantiers de stabilisation de la route bypass qui a également subi une menace de coupure non loin de la rencontre avec l'avenue Lenguessa, chantier à charge de l'office des routes. Un peu plus tôt dans la journée, il était allé voir dans la commune de Selembaou une autre menace de coupure de l'avenue ex-24 novembre. Toutes ces menaces de coupure de route sont la conséquence d'un mauvais drainage des eaux, notamment les bouchages des caniveaux ou encore des constructions sur des zones non édificantes. C'est à la fois pour nous une visite d'inspection, mais aussi l'occasion de sensibiliser tant la population, mais aussi les autorités qui délivrent des certificats, qui délivrent des autorisations de bâtir à des endroits où on ne devrait pas construire. Plusieurs assemblées provinciales de l'RDC sous tension, ça brûle au Maniema, Mongala, Sankourou et les Casse-Orientales. Et pour calmer la tempête, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a convoqué en urgence à Kinshasa les membres des bureaux de toutes ces assemblées provinciales concernées. Jacques Menne Chabani les a appelés tous au respect de textes et à préserver la sécurité. Face aux tensions parfois constatées au sein de plusieurs institutions provinciales, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a intensifié ses efforts pour préserver la stabilité et la paix dans les provinces du Sankourou, de la Mongala, du Maniema et du Kasaï oriental. Le vice-premier ministre Chabani a reçu les membres des bureaux des assemblées provinciales concernées dans le but d'aplanir les différends et prévenir les crises institutionnelles. La première délégation reçue fut celle du Maniema. Nous avons échangé avec l'autorité et aujourd'hui, il nous a encore rappelé, on a fini, on est arrivé à un consensus qui va garantir la paix et la sécurité et la stabilité aussi des institutions au niveau de notre province. Le vice-premier ministre Chabani a ensuite reçu le bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou. Les membres du bureau ont résolu de collaborer de manière harmonieuse avec leur président. Ils se sont engagés à ce que toutes les initiatives au sein de l'Assemblée respectent le cadre légal et prennent en compte les impératifs sécuritaires. Excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur nous a demandé de rentrer chez nous au Sankourou et continuer avec les démarches en cours, mais tout en préservant bien évidemment la sécurité, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ici. Mais notre entretien n'empiète pas ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Dans le même esprit, les représentants des provinces de la Mongala et du Kasaï oriental ont été sensibilisés par le vice-premier ministre Chabani à l'importance cruciale de la stabilité institutionnelle. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur nous a prodigué des sages conseils tenant compte de la situation sécuritaire du pays. Nous avions été conseillés de mettre un peu de l'eau sur nos verres et le président aussi a été utilement conseillé. Tout cela pour chercher la sécurité de notre pays qui prend le chef de l'État. Cette initiative du vice-premier ministre Chabani s'inscrit dans une mission claire confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, soucieux de garantir l'équilibre institutionnel à l'échelle nationale. Ce travail intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, notamment en raison de l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays.
Le quartier Kanlouka dans la commune de Ngaliema, parmi le quartier touché par les inondations meurtrières des pluies diluviennes du 1er au 2 mai dernier. Et le vice-ministre en charge de la justice, Samuel Mbemba, a visité toutes les zones sinistrées et aussi les familles affectées. C'était une visite de réconfort et de compassion, comme nous dit Guy Bleskitik. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 1er au 2 mai, provoquant d'importants dégâts dans plusieurs quartiers riverains, le vice-ministre de la Justice et du Contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, s'est rendu ce samedi 3 mai au quartier Kanlouka pour constater l'ampleur des dégâts. Sur place, le vice-ministre a parcouru les zones sinistrées allant à la rencontre des familles touchées par les inondations. Il leur a adressé des messages d'encouragement et de réconfort, témoignant de la solidarité du gouvernement face à cette épreuve. C'était une visite de constat, mais aussi de réconfort qui m'a permis de transmettre aux riverains de la rivière Makelele du côté Kanlouka, Selembao, Jamaïque, Kintambo et Bandal le message de compassion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui nous a demandé de réconforter sa population. En dehors de cela, j'ai eu une réunion avec les chefs de rue et les chefs de quartier. Nous puissions identifier sans oublier une seule victime. Il y a des endroits où on ne peut pas construire. Le gouvernement a pris dernièrement la décision de démolir les maisons qui se trouvent le long du fleuve Congo. Et à côté de cela, nous avons laissé notre modeste contribution à cette population. Au cours de sa visite, il a également échangé avec les chefs des rues afin d'intensifier la sensibilisation auprès de la population sur les mesures de prévention. Gestes concrets de soutien, le vice-ministre Samuel Mbemba a remis une enveloppe à chaque famille sinistrée pour les aider à faire face aux conséquences immédiates de la catastrophe. C'était en 1945. Le monde célèbre cette année le 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'ambassade de la Russie en RDC se prépare déjà. Elle vient de lancer ses activités commémoratives par une marche de santé. Regardez. C'est le 9 mai 1945 que le monde entier a applaudi la victoire dans la Grande Guerre de 1941-45 remportée grâce au courage du peuple soviétique au front et grâce aussi à l'arrière des soldats de l'armée rouge pour honorer la mémoire de ses ancêtres russes qui ont participé à la Grande Guerre patriotique. La tradition de l'organisation de la marche pacifique a été de nouveau respectée, marche appelée les régiments immortels. À Kinshasa, cette marche organisée par Karl Tchikaz, ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo pour rendre hommage aux soldats tombés au combat et honorer les anciens combattants encore vivants. Le 9 mai 1945, l'Union soviétique a remporté une victoire glorieuse et écrasante sur l'Allemagne impériale. Dans cette lutte héroïque, côte à côte, se tenaient des représentants de toutes les républiques de l'Union soviétique. Il convient de noter que cette date significative est célébrée non seulement dans les pays de l'ex-URSS, mais aussi dans d'autres États. Des événements commémoratifs à l'occasion du jour de la victoire sont organisés partout dans le monde, en particulier grâce aux diasporas russes. Tout ce qui est possible est fait dans diverses parties du globe pour rendre hommage aux soldats tombés au combat et honorer les anciens combattants, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui ne sont plus. Lors de cette marche, chacun tenait en main des photos des proches parents ou des connaissances qui ont défendu la patrie et vaincu le nazisme. Et c'est avec honneur que l'ambassadeur Karl Tchikaz a reçu ses invités toujours à l'ambassade de la Russie en RDC pour célébrer les 80 ans de la fin de cette guerre la plus terrible et la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Le transport des vaccins se fera désormais sous haute surveillance au centre hospitalier universitaire de Renaissance ex-Mamaimo. Cet hôpital vient d'être doté de 3 nouvelles ambulances pour le transport de ces vaccins. C'est un don du Japon. Ces 3 nouvelles ambulances s'ajoutent à 7 autres qui existent déjà, comme nous dit Keren Kankolongo.
Au centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mama Yemo, le redressement se confirme. 3 nouvelles ambulances viennent d'être réceptionnées, s'ajoutant ainsi aux équipements déjà obtenus ce dernier mois. Une série d'efforts qui s'inscrit dans une volonté plus large de modernisation des infrastructures et d'amélioration de la qualité des soins. Pour les responsables du CHUR, il s'agit d'un véritable tournant pour cet établissement longtemps délaissé. Cet hôpital auquel on a donné ces 3 ambulances supplémentaires est opérationnel depuis le 2 décembre et accueille des malades. Et chaque jour qui passe, nous célébrons des malades qui arrivent très forts et qui repartent en bonne santé chez eux. L'une des choses que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de jouer notre rôle de hub des urgences de la ville de Kinshasa. Et donc, nous sommes en train de préparer le lancement de notre système de gestion d'ambulance. C'est dans ce cadre que notre partenaire, le Japon, nous a doté de 3 ambulances supplémentaires qui viennent s'ajouter sur les 7 qui existent et qui circulent déjà. Ces ambulances sont très spéciales. C'est pour le transport des vaccins. Ça nous projette dans notre activité de base qui est celle de l'hôpital hors les murs, ça veut dire l'hôpital préventif. Nous donnons la vie et nous sauvons des vies au quotidien. Nous invitons les Quinoises et les Quinois à venir se faire soigner ici et ceux qui sont en bonne santé de venir se rendre compte de la qualité des bâtiments, de la qualité des systèmes. Nous sommes l'hôpital le plus digitalisé du pays. Ce centre hospitalier appelé autrefois Mama Yemo a connu depuis les dernières années sous l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un important changement tant au niveau des bâtiments que des conditions de traitement des patients. Une dynamique que le directeur général de cette structure médicale de l'État, Al Kitenge, entend poursuivre. À part l'ex-Mama Yemo, plusieurs autres centres hospitaliers et hôpitaux de la capitale ont aussi reçu un lot important de matériel et équipements médicaux. Ces matériels, dont d'une ONG américaine, servira pour la prise en charge de malades dans le cadre de la couverture de la santé universelle. Ces dons a été réceptionné par le Fonds national des promotions et des services sociaux. D'autres détails avec Cédric Kenina. Des matériels, équipements médicaux et orthopédiques pour contribuer efficacement à la matérialisation de la couverture santé universelle, volet social important du quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ces matériels médicaux livrés au titre de dons par l'ONG américaine CARE et dont le projet commun porte le même nom, a été réceptionné et livré aux formations hospitalières bénéficiaires par les Fonds nationaux de promotion et des services sociaux, FNPSS. L'administrateur directeur général du FNPSS, Alice Mirimo, parle ici de l'apport de ces 3 conteneurs. Notre objectif, c'est d'arriver en tout cas à couvrir toute la République et surtout à atteindre les zones les plus reculées. Et le président de la République a tenu à nous tenir bras pour que nous puissions aller ensemble jusqu'à sauver les plus oubliés de ce pays. Et la question de la santé, c'est une grande priorité pour lui. Et dans le cadre de la couverture santé universelle, nous, en tant que FNPSS, nous sommes en train d'apporter notre contribution avec ce partenariat avec l'ONG américaine Projet Cure pour que nous puissions avoir des matériels. Alors, c'est des matériels modernes. Vous savez, le centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le CPJAB qu'on a conçu, fini, équipé dans les 2 provinces, vont bientôt être dupliqués dans toute la République, grâce effectivement à cette confiance que le chef de l'État a donnée, non seulement à l'entreprise, mais aussi à nous qui dirigeons cette entreprise. Au-delà de tout, la RDC est entrée dans une nouvelle dynamique pour inverser la courbe dans l'accès aux soins de santé de qualité, en améliorant évidemment le plateau technique et les infrastructures sanitaires. Des bureaux, des auditoires, des toilettes et aussi la cour de l'université de Kinshasa, uniquement totalement désinfectée. Travail réalisé par le service de l'hygiène de Kinshasa. Objectif, éviter toute maladie infectieuse entre personnel et étudiants. Rodépanda pour les commentaires. Après l'étape de l'Institut Lumumba à Limete, une mission de prospection a été effectuée en milieu universitaire. La coordonnatrice de l'hygiène ville-province Kinshasa, le Dr Isabelle Lumbwe Isangu, a procédé à la désinfectation de l'environnement universitaire. Et ensemble, main dans la main, nous allons travailler avec l'UNIKIN pour rendre le milieu propre. Mais nous faisons déjà les autorités ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous pensons à d'autres universités, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Quand même c'est bien, mais il reste, vous savez qu'on doit changer la mentalité des gens. Ce n'est pas facile, ce n'est pas au coup de bateau magique. Il y a un grand travail à faire. Et nous avons fait une recommandation au recteur. Chaque faculté doit avoir son comité d'hygiène que nous viendrons évaluer. Comme vous voyez là, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, dehors c'est propre,
Moi, c'est les toilettes maintenant qui sont en train de passer. Et je responsabilise. Chaque doyen de faculté est responsable de sa faculté. C'est une action qui vise à protéger les usagers contre les maladies infectieuses et renforcer les mesures d'hygiène dans ces sites. Un motif de satisfaction pour le point focal de la PCI entendait prévention, contrôle de l'infection de l'hygiène universitaire. Nous remercions le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, pour l'initiative. Nous avons reçu l'hygiène provinciale. Le recteur de l'UNIKIN a remercié l'équipe d'Isabelle Lumbwe pour cette initiative. Des clips télé et autres scènes destinés à faire mieux comprendre l'autisme viennent d'être lancés. Certains parents d'enfants autistes aussi sont impliqués dans cette campagne sur la prise en charge de l'autisme. Une campagne lancée à la fin du mois d'avril, mois consacré à l'autisme. C'est une initiative de l'ONG Vivre l'autisme. Regardez. La salle de spectacle du collège Boboto a servi de cadre non seulement pour clôturer le mois d'avril consacré à l'autisme, mais aussi pour lancer officiellement les activités de la campagne de prise en charge de l'autisme en République démocratique du Congo. Cette manifestation organisée par Vivre l'autisme en RDC et appuyée par le ministère de la Santé publique ainsi que le Programme national de la santé mentale a été une occasion pour la présidente de cette structure de solliciter l'accompagnement de tous dans la prise en charge de cet handicap en République démocratique du Congo. Notre mission est claire, c'est améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec l'autisme et leurs familles offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Tout d'abord, il est essentiel d'orienter les parents dans l'itinérance thérapeutique. Nous accompagnons les parents. Pourquoi notre slogan est là devant la table? Si les parents s'impliquent réellement, vous avez la solution comme le papa venait aussi de le dire. Cet appel de Berthe Sikuyanza Tabena a été entendu. Confirmation d'Artir Akawakako, directeur aux ressources humaines au secrétariat général à la santé publique et représentant personnel du secrétaire général dans cette activité. Je tiens à féliciter Dr Berthe parce que c'est un travail multisectoriel. L'association doit bénéficier de l'appui de tout le monde. L'engagement et le dévouement de Berthe Sikuyanza Tabena, dont la prise en charge de l'autisme en République démocratique du Congo, lui a valu un prix d'excellence au Maroc. Plus de 600 agents et cadres des circonscriptions foncières de Kinshasa et ceux du secrétariat général des retours sur le banc de l'école. Ils se sont retirés à l'université de Kinshasa pour un renforcement de capacité. Pendant plusieurs jours, ils vont apprendre toutes les notions nécessaires liées à l'exercice de leur métier. Gubleskiti nous en parlait. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé à impulser un souffle nouveau et à assainir les secteurs fonciers. C'est selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, traduit dans le programme du gouvernement qui pilote la première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. Cette volonté de l'État congolais se matérialise au fil des jours par Madame la ministre, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Lambongo, par ses assises de renforcement des capacités à la base, notamment les agents et cadres des circonscriptions foncières de la ville de Kinshasa ainsi que ceux du secrétariat général. Cela est une preuve éloquente quant à ce. Ce programme de formation est élaboré pour les 10 prochaines années, dont la première année est en cours. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Lambongo, l'objectif est de mettre au centre l'homme. C'est dans ce contexte que plus de 600 personnels de son administration sont à l'école de formation au chapiteau de l'université de Kinshasa. Celle-ci permettra aux uns et aux autres d'améliorer leurs capacités théoriques et pratiques à travers la maîtrise des différents concepts juridiques, administratifs et techniques dans leur gestion quotidienne de dossiers. À l'ouverture de cette formation, le coordonnateur de la Commission nationale de réforme foncière a donné son mot de bienvenue, M. Dieudonné Ngwassi Akilimali. Le secrétaire général Aïe Boniface Makando a replacé le cadre de cette formation. Cette session d'ouverture a connu des interventions de haut niveau. Cette activité entre dans le cadre d'appui de la réforme foncière soutenue par des partenaires techniques et financiers. Nous faisons quelques pas en arrière pour vous parler encore de la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai dernier. Parmi les structures qui ont organisé des manifestations figure Congo Lipanda. Elle, la structure bien sûr, a réfléchi sur l'avenir de la presse en RDC. Rodépanda.
Les journalistes congolais regroupés au sein de la structure Congo Lipanda se sont réunis le samedi 3 mai à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse pour échanger autour de la profession. Informer dans un monde nouveau l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias, ce thème a servi de matière pour réfléchir et évaluer la liberté de la presse en RDC. Occasion pour le président de cette structure, Pascal Mulunda, de féliciter les avancées significatives enregistrées et surtout saluer la volonté du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui se bat pour obtenir la dépénalisation de la presse en RDC, tout en exhortant les journalistes au respect de l'éthique et la déontologie journalistique dans la manière de donner la vraie information au public en toute responsabilité. Le ministère de la Communication et Médias met non seulement un accent particulier sur l'importance de respecter les règles déontologiques et les lois nationales en exhortant les journalistes à lutter contre les fausses informations et les campagnes de désinformation, le tout dans le respect de l'indépendance de la presse, mais aussi et surtout à créer le meilleur climat de collaboration avec la presse qui constitue le quatrième pouvoir. Puis vint le moment de partage d'expériences entre les anciens et ceux qui assurent la continuité de cette profession à ce jour. Pour avoir marqué leur temps, certains ont été primés pour le sens patriotique avéré dans les métiers des journalistes. Dernier virage de ce journal, c'est une première au sein du parti Lumumbiste Unifié Palou. Ces partis politiques viennent d'organiser des élections internes pour élire leurs dirigeants à tous les niveaux, en commençant au niveau de la base jusqu'au sommet. Des élections supervisées par son secrétaire général. D'autres détails avec Willy Atonakov. Ils sont venus des quatre coins de la capitale, cadres militantes et militants du parti Lumumbiste Unifié, Palou, formation politique de masse, chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fongi, c'est dimanche 4 mai 2025 au siège national, situé sur la 4e rue, Limité industrielle, pour non seulement choisir librement les dirigeants à tous les postes au niveau de la base, secrétariat provincial, section, cercle et cellules, mais aussi et surtout renouveler leur loyauté et leur soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux efforts diplomatiques menés par le gouvernement Judith Suminwa face à l'agression rwandaise. Dolin Kachama, secrétaire permanent, porte-parole du parti et secrétaire général, chef du parti intérimaire, explique. À tout seigneur, tout honneur, je commence par rendre l'hommage le plus déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui le parti Lumumbiste Unifié, en ce jour, voudrait réitérer sa profonde gratitude, sa loyauté, sa fidélité par rapport à tous les succès sur le front diplomatique qu'il est en train de glaner. Nous sommes réunis ici par rapport à la vision d'un homme. Cet homme s'appelle tout simplement Maître Didier Mazenga, l'homme de Kisalo Nantola Kutuba Nanima. Depuis très longtemps, nous avons perdu les valeurs. Nous avons perdu nos meilleures habitudes de pouvoir nommer des chefs d'organes de base en lieu et place de les organiser en termes électoraux. Aujourd'hui, le chef du parti, l'autorité de référence, a préféré que nous revenions à nos valeurs traditionnelles et transcendantales qui ont toujours caractérisé le parti Lumumbiste Unifié. Sur son chemin de retour, venant de la cité de Bouma, Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et autorité de référence du Palou, a effectué une brève escale surprise à la permanence du Palou, où il s'est rendu personnellement compte du bon déroulement de ces scrutins organisés de manière transparente et démocratique pour la toute première fois de l'histoire de ce parti. Question de rompre avec la vieille pratique des nominations par la haute hiérarchie du parti, des prosec et autres chefs de section et de cellules.
C'est fini pour ce journal de 17h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Anno Mouti Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Mais en attendant, nous vous laissons entre les bonnes mains de Yves Sikila, Bénédicte Mabunda et Mélissa Kanchama pour la suite de l'émission Le Panier. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.